Samedi 24 juin 1916. En 3 coups de canon espacés de 20 minutes chacun, les Alliés font sauter le standard télégraphique et téléphonique installé par les Allemands dans la nouvelle caisse d'épargne. Un aéroplane presque immobile, très haut dans le ciel comme le Nar Fassol, a guidé les tirs. Tout le patient travail des électriciens allemands pendant plusieurs mois est détruit. Même la précaution prise depuis peu d'installer les récepteurs dans les sous-sols est devenue inutile. Les communications sont coupées. Fassol. Dimanche 27 juin au Quinconce, au banc des curieux. De cet endroit élevé, on assiste à un spectacle tout à fait nouveau. On voit exploser des obus qui soulèvent une colonne de poussière et de fumée noire. Les premiers arrivés ont vu mieux encore. Ils ont assisté à la destruction d'un ballon captif allemand attaqué par nos aviateurs. Mais vers 6 heures du soir, un obus arrive en sifflant et éclate à 200 ou 300 mètres derrière le bouquet d'arbres du chalet de Monsieur Marchandise, sur la route de Cléry. Fassol. Inutile de préciser que mamans et enfants qui assistaient au feu d'artifice déguerpissent immédiatement. Dès lors, ce sera un tapage infernal. Les coups se rapprocheront et commenceront à tomber de plus en plus sur la ville. Vendredi 7 juillet 1916, 14e jour de bombardement. Les gros coups n'ont pas cessé de toute la nuit, faisant un roulement continu. On voit dans le ciel les traînées lumineuses des bombes décrivant leur trajectoire. Ce matin, la bataille fait rage de plus belle. On ne s'entend plus. De temps en temps, le canon allemand que l'on promène dans les rues lance des coups si fréquents qu'on jurerait le bouquet d'un feu d'artifice. Cette nuit-ci, il y a des blessés au faubourg de Bretagne, dont Madame Potron, grièvement atteinte, et Mesdames Jussuros et Fourrière légèrement. Heureusement, il n'y a pas de mort. Vers 10 heures du matin, il y a un redoublement de violence. C'est le centre de la ville qui écope. Les maisons, la rue et Vanègre sont touchées en pleine façade. Et l'église, où il n'y avait jusqu'ici que des dégâts de vitres brisées, a sa façade écorniflée. Les motifs de sculpture tombent dans la rue Saint-Jean. Le bruit a couru que les Allemands voulaient faire évacuer Péronne. Mais M. Joseph Marchandise a protesté, disant qu'il se faisait fort de ravitailler la population. Fassol. Le front se rapproche. Les Français tiennent les hauteurs de la Maisonnette et les bombardements sont incessants. De nombreuses maisons sont pulvérisées par des obus. Le 8 juillet 1916, la municipalité reçoit l'ordre d'évacuer la ville. Dépités, les habitants entourent et conspuent messieurs Linémer et Marchandise, qui en avaient reçu l'instruction formelle de leur commandanture. La première étape d'évacuation imposée est Roiselle, et l'itinéraire prescrit, Bussu, Hamel, Marquet. Les premiers départs se feront l'après-midi même. Rendez-vous au château. Toujours sous les bombardements incessants, quelques rares Péronnais récalcitrants se terrent dans leur cave, bravant l'ordre d'évacuation. À bout de vivres, le 22 juillet, ils quittent la ville, pour Roiselle. Une photographie allemande, datée de juillet 1916, nous présente l'exode des Péronnais vers Roiselle. Cette autre, la traversée d'un village, pour la même destination. Une de ces nuits de juillet, on l'a su depuis, une reconnaissance faite par une section d'infanterie coloniale, commandée par le lieutenant Régnier, frère du directeur gérant du courrier, est venue par bateau de biais jusqu'au pont du Faubourg. Une patrouille a parcouru le faubourg de Paris dans toute sa longueur,
et est reparti sans rencontrer personne. Fassol. Par cet entrefilet discret, glissé aux dernières pages de son ouvrage, Péronne sous l'occupation 1914-1918, Fassol nous relate un événement peu connu des Péronnais. Une patrouille de reconnaissance française, arrivée par bateau, est entrée dans Péronne occupée par les Allemands, puis est repartie tout aussi discrètement, une nuit de juillet 1916. Mais si le front est tout proche, le franchissement de la Somme est hasardeux pour les belligérants. Sur cette vue prise devant l'hôtel de ville, plusieurs de nos compatriotes, coiffés du cascadrian et faits prisonniers, sont emmenés dans un camion. Au départ des Péronnais, l'église était encore préservée, seulement écorniflée comme le dit Fassol. Qu'en est-il maintenant? Tout est en désordre. Il semble que la toiture soit transpercée. Des pierres gisent au milieu des chaises renversées. Transpercée, le mot est faible. La charpente en châtaignier, reconstruite après la guerre 70-71, est de nouveau la proie des flammes. Les voûtes gothiques en arc d'ogive sont éclatées. Très peu de temps après l'évacuation de la ville, la toiture de l'église Saint-Jean-Baptiste est détruite et la tour Saint-Jean meurtrie, toujours debout, est touchée dans sa partie basse. La maison Larue devant l'église n'était déjà plus que murs fumants au départ des Péronnais. Sur cette photographie allemande d'après évacuation, le martyre de l'église continue. Ce cliché allemand est non daté, mais les feuilles des arbres derrière la statue de Marie Fouret nous indiquent que l'automne n'est pas encore de saison. Sur cette carte postale allemande, prise un peu plus tard, les feuilles sont tombées, l'achèvement de l'édifice religieux se poursuit. Toujours debout, sa tour est en lambeaux. L'hôtel de ville n'a pas été épargné. Un trou béant apparaît à gauche de l'ancien bailliage.